Oui, continue. C'est bon. Je suis allé voir le conseil municipal de cette île pour leur dire le gros musée que j'ai construit fait un L. Je vais trouver l'argent pour fermer le L, faire une salle spécifique aux Inuits. Et la ville, elle, aiderait à l'entretenir, mais c'est les Indiens qui l'animeraient. Et personne ne s'occuperait de cette partie-là, sauf les Indiens. Le conseil municipal a passé une résolution, ils étaient d'accord, parce que le maire de cette île, à l'époque, m'aimait beaucoup. Mais quand je suis arrivé au conseil d'administration du musée, même si c'était que des gens que je connaissais bien, ils m'ont dit, ben André, tu n'habites plus le Nord, ce qui se passe ici, ça ne te regarde pas. Donc je suis revenu à Saint-Hilaire, puis je continuais ma vie d'artiste. Et 2 ans après, le chef m'a fait parvenir un fax dans lequel il avait un projet de petit musée, centre d'exposition, qui coûtait 1 million. Sauf que la bâtisse coûtait 400 000 et l'exposition que quelqu'un voulait leur monter coûtait 600 000. Alors, pas besoin d'être très intelligent pour comprendre qu'il se faisait avoir parce que la bâtisse coûtait moins cher que l'exposition. Mais une exposition, même permanente, c'est toujours temporaire. Au bout de 10 ans, on la change. Alors je lui ai dit, ben, vous êtes un, c'est pas le mot, ce que je vais te dire, c'est pas le mot que j'ai écrit sur la feuille. Vous êtes en train de vous faire avoir. Puis j'ai faxé ça. Ça a pris 2 minutes. Il m'a renvoyé le fax. Il m'a dit, ben, si on se fait avoir, viens nous dépanner. Donc je suis remonté à cette île et pour eux, j'ai construit le Chapoutoine, le musée du peuple montagnais. Si un jour tu vas à cette île, j'ai des sculptures de partout, des œuvres de partout. Donc je connais tout le monde et tout le monde me connaissait à l'époque. Et à l'inauguration du Chapouton, du musée du peuple montagnais, même si j'avais invité plein de gens, plein d'hommes d'affaires, plein de gens qui m'avaient aidé dans le passé, à l'ouverture officielle, on ne s'est retrouvé que 3 blancs. Il y avait le maire de cette île, M. Dior, il y avait la ministre de la Culture, Louise Baudouin, puis il y avait moi. Tous les autres, c'était que des Indiens. Et j'ai réalisé qu'à cette île, sans le vouloir, j'avais aidé à diviser la population. C'est que d'un côté de la rue, tu as le village rouge, Ouachat. De l'autre côté, tu as la ville de cette île. D'un côté, tu as les services pour les rouges, d'un côté, des services pour les blancs. D'un côté, tu as les galeries montagnaises, qui est un centre d'achat amérindien, et de l'autre côté, tu as le centre d'achat blanc. Et maintenant, moi, j'avais créé un musée blanc et un musée rouge. Donc, j'avais aidé, sans le vouloir, à diviser la population. Et comme j'aime le Québec, je me suis dit, les gens ici ne sont pas faits pour vivre en parallèle, mais pour vivre comme ça. Donc, ils ont créé des lieux amérindiens hors réserve. Alors, j'ai monté un projet que j'ai soumis à Pierre Bourque, qui était un de mes collectionneurs, là, qui m'avait acheté des tableaux. Il était le maire de Montréal à l'époque. Et ensemble, on a cheminé pour monter, faire une maison amérindienne dans le Vieux-Montréal, sur la rue de la Commune, qui est une rue très touristique. On a identifié 2 bâtiments, on a fait faire des études de faisabilité. Puis, manque de chance, Pierre Bourque a perdu ses élections. Donc le projet se retrouvait sans personne politiquement pour le piloter. Donc je l'ai pris, je l'ai mis sur une tablette chez moi. Et puis je me suis dit, mais tant pis. Mais presque 2 ans après, 1 an ou 2 ans après, ici, il y avait les rabières qui appartenaient à M. Cardinal et une cabane à sucre à l'emplacement où est la maison amérindienne. Et M. Cardinal venait de vendre les rabières et la partie cabane à sucre à un promoteur qui allait tout raser et construire des maisons. Là, la population s'est soulevée. J'ai beaucoup aidé à ça pour protéger les ravières. Ça fait que la ville, l'ancien maire, qui était un type extraordinaire, à l'origine un agriculteur, mais les agriculteurs, ils ont un respect de la nature, puis en même temps, sont des gens de parole. Et quand il te touchait la main, lui, il n'y avait pas besoin de papier signé, rien du tout. Le contraire était fait. Et comme avec lui, j'avais construit le musée des Beaux-Arts, ben, j'ai eu l'idée, parce qu'il ne voulait pas entretenir les rabières et la cabane à sucre, après avoir exproprié le développeur immobilier, il a demandé à des organismes de soumettre des projets. Moi, j'ai pris mon projet de Montréal, sans changer une virgule, je lui ai donné. Il y avait 7 autres projets, et il y a un comité qui a été formé, puis ils ont choisi le projet de la maison amérindienne. Ça, c'était en 1997. Mais là, comme je dis vulgairement, le bordel a pris. C'est qu'il y a un petit groupe de gens, 5 personnes, qui ont formé un comité
de défense de l'érablière. En fait, ça voulait dire on ne veut pas les Indiens à Saint-Hilaire. Parce que leur raisonnement, c'était on n'a rien contre le projet d'André Michel, mais pas Saint-Hilaire. Donc, ça te donne une idée de ce que ça voulait dire. Alors là, j'ai reçu des lettres anonymes, des coups de téléphone anonymes. Mon fils, qui avait 14 ans, qui allait à la même école que toi, s'est fait agresser parce que dans les journaux, il y avait plein de bêtises sur son père. J'ai même une coupure de presse, je pourrais te montrer, c'est marqué pourquoi ne pas fusiller André Michel. Alors ça te donne une idée de l'amour que les gens ont pour les autochtones. Mais je me suis dit, c'est un petit groupe, et c'est toujours les opposants qui gueulent plus fort que la majorité qui, elle, est silencieuse. Alors j'ai décidé de continuer d'aller de l'avant. Je me suis séparé de la femme avec qui je vivais depuis 30 ans parce qu'elle faisait des dépressions, elle pleurait tout le temps, elle avait peur qu'on brûle notre auto, que notre maison explose. Des trucs complètement fous, mais ça aurait pu arriver parce que tu sais, tu le vois aujourd'hui, quand tu écoutes les nouvelles, des malades, il y en a plein. Mais donc je me suis séparé et j'ai décidé que j'irais au bout de mes idées. Et le fait de vouloir construire, quand il y a une chicane, les politiciens ne veulent pas s'impliquer, donc pas mettre de l'argent. Donc j'ai construit la maison amérindienne avec l'argent de mes amis et avec mon argent, sur un terrain qui appartient à la ville. Avec la ville, on avait signé un bail amphithéotique de 49 ans. Et l'entente, c'était que je construisais le bâtiment, la ville ne mettait pas un sou, mais après, dans les 2-3 années qui suivaient, la ville s'impliquerait pour aider à faire fonctionner, parce que tout le temps, le bâtiment de 2005 lui reviendrait. Malheureusement, l'ancien maire est décédé, et les nouveaux élus, eh bien, pour se faire élire, ils venaient me voir pour que je les appuie. Mais une fois qu'ils étaient en poste, ah, André, on ne peut pas ci, ah, André, on ne peut pas ça. Donc, 2000, fin 2012, j'ai cassé le bail amphithéotique et j'ai tout redonné à la ville. Ça fait que là, ils ont été pris avec un bâtiment qui leur appartient et puis qu'il faut qu'ils entretiennent. Il faut au moins qu'ils le chauffent et l'éclairent. Et actuellement, on est en situation assez positive, mais avec des soubresauts négatifs avec les nouveaux élus qui sont là. Et ce qui est étrange, c'est qu'au musée des Beaux-Arts, la ville me donne tout, me chauffe, m'éclaire, me donne 150 000 $ pour fonctionner. À la maison amérindienne, je leur ai donné un bâtiment d'1,5 million, c'est triple zéro. Alors pose-toi des questions. Voilà, je t'ai résumé, ça a été long, mais